Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e numéro d'Hibdo. Le feuilleton Covid continue et tient en haleine les Français. Ils attendent les annonces des membres du gouvernement, la boule au ventre, ne sachant pas ce qui les attend. Toute la semaine, chacun discute autour de la machine à café et extrapole les théories les plus folles sur le devenir de leur liberté. Le suspense est tellement bien entretenu que Netflix pense à acheter les droits pour en faire une des prochaines séries à succès. Mon ton est bien sûr ironique, mais il y a de quoi. Chacun d'entre nous est suspendu aux lèvres du Premier ministre ou du ministre de la Santé, ou plutôt suspendu à son masque. Couvre-feu? Si oui, pour quel département? Quelle région? Confinement? Cette semaine, Jean Castex a souligné la gravité de la situation épidémique et sa progression depuis 15 jours avant d'imposer un couvre-feu à 38 nouveaux départements, ce qui porte leur nombre à 54 plus 1 en Outre-mer. 46 millions de Français sont désormais concernés par un confinement nocturne de 21h à 6h. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le gouvernement avance pas à pas. Macron avait annoncé lors de son discours de mars dernier que nous étions en guerre. Et quand on voit les cartes qui désignent les territoires impactés par le couvre-feu, on peut croire que les envahisseurs avancent inexorablement de département en département, sans aucune résistance en face. Pourtant, en regardant bien, des incohérences sautent aux yeux. Pourquoi le département des Alpes de Haute-Provence n'est pas concerné par le couvre-feu, tandis que toute la région PACA est colorée de rouge, alors que les 8 lits de réanimation sont déjà pris et que des tentes ont été dressées pour accueillir les nouveaux malades, à Manosque et à Digne. Comment peut-on faire confiance au gouvernement au vu de leurs décisions, alors que les Français se déplacent dans tout le pays pendant ces vacances de la Toussaint, même si les loisirs sont sérieusement amputés, avec la fermeture des bars, des restaurants, ainsi que de nombreux spectacles annulés. Vous devez porter le masque dans les transports en commun, au travail, dans les magasins et dans certaines villes, également dans les rues. Avez-vous envie de subir le même sort pendant vos congés? Faire du shopping, masqué, ou si vous avez la chance de trouver un spectacle, de passer 2 heures à rire sous un masque? Le Premier ministre n'hésite même plus à dire lors de sa conférence de presse que dans une quinzaine de jours, la courbe des hospitalisations allait exploser à la hausse. Si le virus reprend de la vigueur et est aussi dangereux, pourquoi ne pas avoir décrété un couvre-feu sur l'ensemble du territoire français? Après ces questions que j'estime légitimes, je voudrais vous expliquer comment le gouvernement arrive à faire accepter l'inacceptable aux Français, sans aucune opposition, ou presque. Lundi dernier, le Premier ministre est passé dans tous les médias pour brandir son épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en répétant haut et fort qu'un reconfinement absolu serait dramatique, et que nous devions tout faire pour l'éviter à tout prix. Cette répétition est destinée à activer un biais cognitif dans la tête des téléspectateurs et auditeurs. Plus une information est répétée, plus elle devient familière dans nos esprits. Les jours suivants, les journalistes ont martelé une information moins contraignante, avec l'éventualité d'un couvre-feu comme alternative. Là encore, l'information devient aussi familière. Le processus est maintenant installé dans tous les esprits et le gouvernement est maintenant prêt à vous faire accepter un couvre-feu que vous auriez rejeté le lundi précédent. Aujourd'hui, cette décision est devenue acceptable car moins contraignante que le confinement. Maintenant, regardez l'intervention du président Macron. Ce n'est pas lui qui a annoncé le couvre-feu, c'est le journaliste Gilles Boulot. Nous voyons ici le changement de stratégie gouvernementale pour faire accepter aux Français des restrictions de liberté, sans que ceux-ci protestent. Les conseillers du président ont appris de leurs erreurs de mars. Voyons maintenant la suite qu'ils nous ont concoctée. Je vais me mouiller et essayer de faire une prédiction sur une des prochaines annonces en reprenant la stratégie du biais cognitif. Le confinement est une suite logique à ces déclarations, mais pour le faire avaler, je subodore la menace des fêtes de fin d'année. Ils vont nous menacer d'être cloîtrés chez nous pour Noël et jour de l'an, si nous ne respectons pas le confinement. Et de peur de manquer une des fêtes familiales les plus prisées, sans broncher, les Français accepteront docilement. Si on admet aisément que ces restrictions sont nécessaires pour endiguer la propagation du virus, je ne comprends pas que parallèlement aucune proposition n'est faite par le gouvernement pour augmenter le budget des hôpitaux, le nombre de lits en réanimation et le personnel soignant pour alléger le poids qui pèse depuis 8 mois sur ceux qui ont déjà beaucoup donné. L'argent magique n'existe pas selon Macron, sauf pour les milliardaires, qui regardent dans leur tour doré les malades mourir. Pourtant,
Un geste de leur part pourrait vite nous montrer le bout du tunnel, ou tout au moins un espoir d'amélioration. Cette semaine, la Nation a rendu hommage au professeur Samuel Paty, lâchement assassiné par un barbare de 18 ans. Le président Macron a fait un discours entre la statue de Victor Hugo et de Louis Pasteur qui trône dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Un discours comme il sait en faire, plein d'une hypocrisie consternante, avec des phrases « Nous continuerons, professeur, le plus beau métier du monde, nous donnerons toutes les choses que nous devons à la jeunesse », pour terminer par « En France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais ». Non, même si les mots sont là, le cœur est absent. Et ce n'est certainement pas une déclaration d'amour à ceux qui, tout au long de l'année, instruisent nos enfants, comme ont pu l'écrire certains journaux. Alors j'entends certains dire que je n'aime pas Macron, que mes propos sont déformés par mon rejet de sa personne comme de sa politique. Alors je vais tenter de vous montrer les preuves de sa duplicité à travers son discours. L'éducation nationale, l'un des symboles républicains, est depuis longtemps mis au banc de la politique. Pour preuve, des programmes édulcorés à l'extrême, des professeurs dont l'autorité est remise en cause par leur hiérarchie, les élèves et aussi leurs parents. Cette année, ils ont été en première ligne face au Covid, puisque les établissements scolaires étaient parmi les principaux foyers. Et pourtant, le gouvernement les a laissés livrer à eux-mêmes. Et le comble, c'est que l'un des rares gestes faits vers eux, ce fut la distribution par le gouvernement de masques inefficaces et même dangereux, puisque traités aux zéolithes d'argent et de cuivre, un biocide toxique pour la santé humaine. Regardez, rien n'est fait pour remédier aux sous-effectifs qui amènent à des suicides. Au contraire, les mises à la retraite ne sont pas remplacées, ou si peu. Les profs sont la cible des gouvernants, qui se sont succédés. Alors le soudain intérêt de Macron pour leur profession n'est que cinéma. S'il leur portait la moindre importance, il recadrerait son ministre de l'Éducation qui ne cesse de leur taper dessus. Alors est-ce un effet d'annonce pour redorer son blason si ce dernier a demandé au président de créer 3000 nouveaux postes à la rentrée prochaine ? Bien vite balayé d'un revers de main par Macron qui lui a rétorqué que ce genre de création aggrave les déficits et que de toute façon, il ne servait pas à redresser le pays. Voilà le véritable visage du président français, celui d'un hypocrite doublé d'un autocrate. Il méprise le petit peuple comme un petit despote, et ce n'est pas avec son sourire en coin qu'il arrivera à être crédible. L'avez-vous entendu parler des confrontations sociales avec certains élèves, de la pauvreté et la misère des parents qui démissionnent et qui sont le terreau des violences qui se multiplient et qui a amené au drame qui a vu la mort de Samuel Paty? Ce gouvernement ne cesse de cibler les musulmans en les désignant comme un ennemi de l'intérieur, et qui dans son discours se contredit avec ce genre de phrase, ceux qui cultivent la haine de l'autre, sans désigner une minorité parmi ces musulmans. Pourquoi avoir désigné comme garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui, au lendemain de ce drame, hurle « La barbarie est à nos portes », mais qui se dit fier de défendre en 2017 Abdelkader Mera, jugé à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité avec son frère Mohamed, meurtrier de 7 personnes à Toulouse et Montauban en mars 2012. Pourquoi avoir désigné au ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ne cesse ses attaques contre l'étranger avec sa dernière polémique sur les rayons communautaires dans les supermarchés et annonce déjà d'autres attentats puisque nous sommes en guerre. Mais son rôle en tant que ministre de l'Intérieur n'est-il pas de les empêcher, tout comme de fermer depuis longtemps les mosquées salafistes comme celle de la ville de Pantin, comme de demander aux services de renseignement de lui faire des rapports pour que les extrémistes soient extradés suite à des propos contre la République et le peuple français? Mais cet immobilisme cache peut-être une réalité beaucoup plus obscure. Au regard de l'histoire, la France passe des accords avec l'Arabie Saoudite depuis 1963, mais aussi avec d'autres pays arabes comme l'Algérie, la Libye ou encore le Qatar. Pourtant, ces accords commerciaux vont souvent au-delà, comme par exemple les soupçons de corruption qui pèsent sur l'élection de Nicolas Sarkozy, puisque selon certaines sources, des valises d'argent auraient permis de la financer en partie. Les accords commerciaux avec des autres pays est une chose normale. Elle permet de partager notre savoir-faire. Mais ce qui est dérangeant avec l'Arabie Saoudite, c'est le rapport financier au terrorisme mondial, alors que nous sommes quand même le 3e investisseur dans le royaume, après les États-Unis et le Koweït. Comment pouvons-nous traiter avec le pourvoyeur du terrorisme international, et aussi ceux qui jouent un rôle déterminant dans la propagation des idéologies extrémistes à travers le monde arabo-musulman, et même au-delà? Macron accueille avec le tapis rouge le roi de ce pays et lui a même remis une légion d'honneur. On ne peut accepter de voir le représentant de la France pactiser et fraterniser avec un tel personnage et en même temps faire un discours d'hommage à ce professeur assassiné par les idéologies distillées par ce pays. Comment peut-on proposer de remettre cette même décoration à ce professeur? Cela est indigne du président.
L'affrontement entre le laboratoire Gilead qui produit le remdesivir et le professeur Raoult qui défend son traitement hydroxychloroquine et azithromycine est à son comble. L'infectiologue a demandé à ce que son protocole soit plus largement étendu avec une recommandation temporaire d'utilisation, convaincu de son efficacité, en attendant un traitement définitif. Mais la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, lui a opposé un refus catégorique, prétextant que sur la notice de la nivaquine et du plaquenil n'apparaissaient pas les effets du SARS-CoV-2. Évidemment, puisque jusqu'à maintenant les tests sur le protocole de Raoult n'ont pas été randomisés jusqu'au bout. La NSM ne voit pas les choses de cette façon et préfère donner l'autorisation de mise sur le marché du remdesivir, développé par les laboratoires Gilead, à l'origine utilisé pour traiter le virus d'Ebola. De plus, le remdesivir n'a été prescrit que pour la forme grave du Covid-19 durant le pic de la vague du printemps, avec les polémiques que cela a entraîné, puisque plusieurs soignants ont dénoncé que ce médicament était en fait une forme d'euthanasie dissimulée. Didier Raoult est très en colère face à cette décision et dénonce 2 poids 2 mesures. Il est soutenu par René Muselier, président du Conseil général de la région PACA, qui a adressé un courrier protestant contre cette sentence incompréhensible. Il se dit révolté à plus d'un titre, puisqu'à partir du lundi, l'IHU de Marseille ne sera plus autorisé à administrer le traitement à l'hydroxychloroquine, qui est pourtant utilisé depuis mars 2020. Il dit aussi que la NSM choisit de priver les médecins de faire leur devoir en soignant des patients, et remémore au ministre de la Santé que ces médecins ont prêté le serment d'Hippocrate comme les autres. Il n'oublie pas de mentionner que l'IHU est dirigé par une sommité en infectiologie. Il continue en citant certains passages du serment d'Hippocrate tels que « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments » et déclare aux dirigeants de la NSM qu'ils l'ont oublié et à ce titre se permet de les rappeler à leur devoir. À l'origine, l'hydroxychloroquine permet de soigner le paludisme, les lupus et la polyarthrite rhumatoïde, mais a l'air aussi efficace sur le Covid-19. Pourquoi mettre des bâtons dans les roues de ce traitement alors que les résultats de l'IHU de Marseille sont plus qu'encourageants, avec 8 990 patients suivis depuis le début du coronavirus, dont 5 807 ont reçu le protocole hydroxychloroquine azithromycine pour 30 patients décédés. 155 000 personnes ont été aussi testées, faisant de Marseille le plus grand site de dépistage d'Europe pour la première vague. Par opposition, faisons l'historique de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En 2004, des journalistes ont dénoncé des conflits d'intérêts avec plus de 60% des membres de l'AFSAP, ancien nom de la NSM, qui déclaraient avoir des intérêts dans l'industrie pharmaceutique. Mais ça ne s'arrête pas là puisque d'autres affaires célèbres ont entaché cette agence, comme celle du Mediator, de la Dépakine ou de l'Evoturox. Alors, est-ce que le prochain scandale sera celui du remdesivir ? En attendant, des voix commencent à s'élever pour dénoncer ces dernières décisions, au vu du niveau des valeurs boursières des laboratoires Gilead qui ont perdu 25%, soit 76 milliards de dollars, et ce depuis que le professeur Raoult traite ses patients avec son protocole et que de nombreux pays ont suivi ses recommandations. Pour que vous compreniez bien le problème, prenons simplement le coût du traitement de l'infectiologue. Une boîte de plaquenil coûte 5,19 € pour les soins d'une durée de 14 jours, alors que 6 jours de traitement avec le remdesivir coûtent 2 083 €. Je vous laisse juge face à tous ces chiffres et surtout, comment voulez-vous que nous ne posions pas toutes ces questions ? La suite dans la deuxième partie de Hebdo.